Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'asynchrone? Et surtout, qu'est-ce que n'est pas l'asynchrone? Alors déjà, quand on fait de l'asynchrone, souvent on se dit bah ouais, je fais des requêtes en parallèle, ça y est, je fais de l'asynchrone. Non. Ou je fais du multiprocess, ça y est, je suis en asynchrone. Non plus. Et même pas du multithread. C'est des concepts qui sont liés, mais qui c'est pas parce que vous faites du multithread, du multiprocess ou du parallélisme, peu importe, que ce soit des requêtes HTTP ou autre, que vous faites forcément de l'asynchrone. L'asynchrone permet de faire du parallélisme, mais c'est pas parce que vous êtes parallèle que vous êtes asynchrone. Donc, qu'est-ce que c'est? Asynchrone, en gros, c'est tout ce qui est non bloquant. Donc, en gros, on veut envoyer un appel à quelque chose, et on s'en fout d'avoir la réponse à l'instant X. On veut pouvoir faire autre chose pendant qu'on envoie la réponse. Par exemple, un grand exemple, JavaScript n'est pas asynchrone. Vous allez dire, bah si, je fais des promises dans mon code client et tout. Alors, l'asynchrone n'est pas une question de langage. L'asynchrone est une question de runtime. C'est pour ça que JavaScript n'est pas asynchrone, mais Node.js l'est. Ou les implémentations JavaScript qui sont dans vos navigateurs sont aussi asynchrones. Parce qu'il y a un runtime qui est asynchrone. Mais c'est pas une question de langage, en fait. Donc, pourquoi ça change? Qu'est-ce qui fait que dans mon runtime, j'ai de l'asynchrone? C'est parce qu'on a ce qu'on appelle une event loop. Ça, c'est ce qui nous permet vraiment d'être asynchrone, que ce soit en JavaScript, ou même en PHP, ou dans plein d'autres langages. Alors, on a d'autres noms qui existent. Par exemple, si vous faites du C#, ça va plus s'appeler un scheduler. Mais qu'est-ce qu'une event loop? Alors, une event loop, bah, c'est tout simple. Ça capture tous les appels que vous allez faire en asynchrone. Et dès qu'il va y avoir des événements sur ce que vous allez vous envoyer une requête HTTP, vous envoyez une requête SQL, peu importe, et vous allez avoir un événement qui va arriver à un moment pour dire ah bah tiens, cet appel-là il est terminé. Et donc il va dispatcher cet appel. Donc en fait c'est pour aller plus dans le détail, c'est les deux mots d'event loop en fait ça veut dire vraiment ce que son nom quoi. Il y a event plus loop. Donc la partie event, c'est comme n'importe quel système d'événements, bah, comme Symfony Event Dispatcher par exemple, qui est un système d'événements, comme plein d'autres libs qui existent, qui sont des systèmes d'événements. Du coup, un système d'événements, c'est un registre de listeners. Donc dans Symfony Event Dispatcher par exemple, vous avez les subscribers, les listeners. Bah, là c'est pareil dans une event loop, vous allez avoir un registre de listeners qui va souvent avoir le nom de watcher. Donc c'est bien d'avoir la terminologie si vous retrouvez le nom. Ensuite, on a un dispatcher. Donc, tout simplement, les événements qu'on va recevoir dans notre event loop sont un peu spéciaux. Ces événements, c'est pas l'utilisateur qui va déclencher ces événements. Comme vous avez ça dans n'importe quel système d'événements classique, c'est vous qui allez dire à un moment, ah bah je dispatche tel événement. Dans une event loop, l'événement, il est déclenché par une source externe. Donc, que ce soit un flux HTTP qui dit, ah bah tiens, je suis disponible, que ce soit une requête SQL qui dit ah bah tiens j'ai fini d'être résolu, etc. Et ensuite, tout simplement, une fois qu'on a, en gros, on va dispatcher tous ces événements, et après ça va revenir au début pour regarder s'il n'y a pas d'autres événements à dispatcher. Donc en gros, le classique c'est j'enregistre des listeners, je regarde s'il y a des événements, dès qu'il y a un événement qui pop, je le dispatche, là ça fait le traitement, et après je reboucle pour voir si j'ai pas d'autres événements. Et je peux aussi en même temps de nouveau enregistrer d'autres listeners en cours de route. Donc, pour aller encore un peu plus dans le détail, alors déjà on peut voir en PHP qu'est-ce qui nous permettrait peut-être de faire une event loop. Donc vous avez plein de fonctions en PHP qui permettent de réaliser une event loop. Vous allez possibilité par exemple de rendre un flux non bloquant. Donc avec stream set blocking qui va dire ah bah je veux pas que mon flux soit bloquant, je veux envoyer des données ou en recevoir, mais on n'est pas sûr qu'on va en recevoir. Vous avez stream select qui va permettre de faire cette gestion d'événements, donc justement de voir les événements qui se sont passés sur ces flux. Et après il y a plein d'autres fonctions, et après il y a aussi des techniques avec des workers ou ce genre de choses qui permettent de faire un peu de la synchrone. Mais surtout ce qu'il n'y a pas en PHP, il n'y a aucun runtime PHP qui propose des event loops. En tout cas au niveau SAPI, c'est-à-dire FPM, que ce soit CLI, que ce soit autre.
Il n'y a pas de runtime prédéfini comme on a en JavaScript où on a une event loop. Donc on va la faire nous-mêmes cette event loop, vu qu'elle n'existe pas. Alors comment ça se découpe? Donc tout simplement, au début, on crée notre registre. C'est un tableau, rien de compliqué. Ensuite, on va créer notre fonction asynchrone. Là, on va prendre l'exemple de créer une fonction asynchrone qui va envoyer une requête HTTP. Donc je passe une requête HTTP, on passe aussi un callback. Vous allez voir après à quoi ça sert d'avoir ce callback. Donc on rentre dans la fonction, on crée une connexion, on ouvre une connexion vers localhost, on dit que notre flux est non bloquant, comme ça on va pouvoir continuer à travailler pendant que le flux est traité, et on va écrire dessus la requête. Une fois qu'on a créé notre flux, on va créer un watcher avec le flux et le callback qu'on a passé au tout début de notre fonction. Et ensuite, du coup, on a un registre avec un watcher, et ensuite on va le dispatch. Donc c'est la loop de dispatch, donc qui va prendre notre registre de listener. Donc on va boucler sur tous nos listeners, on va regarder s'il y a des événements dessus avec la fonction streamSelect. Cette fonction en fait elle va changer notre tableau juste pour dire quels sont les flux qui ont changé. Et ensuite du coup on va récupérer tous les flux qui ont changé. Et pour chacun des flux, du coup, on va récupérer le callback associé, et on va dire, ah bah tiens, ce flux est résolu, du coup, je vais appeler tel callback avec l'événement que j'ai reçu. Donc là, pour le coup, ça va être, je lis dans un flux. On va, en gros, renvoyer la réponse lue sur le serveur HTTP. Et ensuite, bah, tant qu'il y a des événements, enfin, tant qu'il y a des listeners dans notre event loop, et ben on va reboucler sur notre dispatcher. Et donc, comment on va utiliser cette event loop? Ben, tout simplement, on va pouvoir dire, ah ben tiens, j'envoie 2 requêtes, et logiquement, ben, ça devrait faire nos 2 requêtes en parallèle. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, en fait, une event loop. Il y a juste des événements et des dispatchs. Donc là, on a utilisé des callbacks. Maintenant, on va parler un peu plus d'API. En quoi ça pose un problème d'utiliser des callbacks? Parce qu'on est 100% asynchrone, il n'y a pas de problème, mais par contre, on utilise des callbacks. Alors déjà, vous avez des soucis, c'est que quand ce qu'on appelle le callback L, du coup, c'est que quand vous avez des appels asynchrones qui vont dépendre des réponses d'autres appels asynchrones. Donc typiquement, vous envoyez 2 requêtes HTTP, ou voire 3, sauf que la seconde requête HTTP que vous allez envoyer a besoin des données de la première requête pour être bien construite. Donc bah, vous êtes obligé de mettre un callback dans un callback. Et si vous avez une troisième requête, un callback dans un callback dans un callback. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir un code qui est complètement illisible et immaintenable. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Je fais ça pas trop vite. On va déjà chercher un peu ce qui existe ailleurs, parce qu'on va pas non plus tout refaire ici, on va prendre un peu de temps sinon. On va regarder ce qui existe un peu ailleurs. Donc qu'est-ce qui existe en PHP pour gérer des event loops? Donc il y a un truc qui s'appelle React PHP, je pense que certains ont déjà entendu parler. Alors React PHP, ça a une event loop, ça a plein de librairies pour gérer les flux des fonctions asynchrones sur tout ce qui est socket, sur tout ce qui est HTTP server, client, les DNS et plein d'autres. Et surtout, ça définit ce qu'on appelle une promise. Une promise, comme son nom l'indique, c'est une promesse. Donc on vous promet qu'à un moment il y aura une réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une promise? Bah, tout simplement, c'est une interface qui a une fonction qui s'appelle Zen, dans lequel on va pouvoir passer 2 callbacks. Donc le premier callback, c'est un callback de résolution, quand ça s'est bien passé, et le second callback, c'est un callback d'échec, quand ça s'est mal passé. Et surtout, quand on appelle cette fonction, ça va nous renvoyer une nouvelle promise. À quoi ça sert, tout ça? Bah déjà, ça permet de chaîner les traitements. C'est-à-dire que si on a plusieurs callbacks à passer, bah au lieu d'essayer d'imbriquer nos callbacks comme on peut, et ben on va chaîner nos callbacks, ce qui est un peu plus lisible. Surtout, aussi, il y a une gestion d'erreur, ce qu'on n'avait pas avant dans notre callback. S'il y avait une erreur, bah, ça plantait dans l'event loop, ce qui est très compliqué parce que c'est du code qui est appelé dans une fonction asynchrone, mais ça plante dans notre event loop. Ce qui fait qu'on sait jamais d'où ça vient. Alors que là, il va renvoyer l'erreur dans un callback d'échec, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir l'erreur là où on a vraiment appelé notre code.
ce qui est beaucoup plus pratique en termes de débugage. Et surtout, c'est un standard. Ça existe dans plein d'autres langages. Ça a été surtout inventé, je crois, pour JavaScript, mais il y a plein d'autres langages qui implémentent cette interface plus ou moins de la même façon, à quelques différences près, mais grosso modo, on reste sur la même interface. Donc, comment ça se concrétise? Bah, on a un client, on envoie une requête asynchrone, et ça nous renvoie une promise, et du coup, quand on reçoit la réponse, et ben notre callback va être appelé, on va pouvoir récupérer le body, on va pouvoir chaîner, et en fait, quand on chaîne aussi, la valeur de retour de notre premier callback est passée à notre seconde promise. Ce qui fait qu'en fait, dans notre seconde promise, le paramètre qu'on reçoit, c'est vraiment le body de la première, du premier callback. Donc voilà. Sauf, voilà, on peut faire aussi en parallèle. Donc on peut envoyer deux requêtes en parallèle, et il y a des méthodes qui existent qui permettent de dire ah bah je veux une promise qui va être résolue quand l'ensemble de ces promises est résolu. Donc on va pouvoir regrouper nos appels. Donc faire du parallélisme. Donc là, on a toujours des callbacks. Donc on est 100% asynchrone, aucun problème là-dessus. On a pas mal de callbacks, toujours. On a beaucoup de promises aussi. Et ça pose quelques soucis. Les promises, déjà, même problème que pour les callbacks. C'est que forcer la signature d'un callback, c'est-à-dire, ah, je veux passer un callback et je veux forcer le fait que ce soit une réponse que tu passes en premier paramètre. Il n'y a aucun moyen en PHP de typer la signature d'un callback. C'est aussi, enfin, ça dépend des implémentations, mais on peut pas renvoyer une promise dans une promise, dans certains cas. Ce qui fait qu'il y a des moments, bah, vous allez retrouver à avoir un promisel. En fait, on a exactement le même problème qu'avant. Et vous avez plein de zen dans votre code qui traîne. En termes d'API, on a vu mieux. Qu'est-ce qui existe dans d'autres langages pour pallier à ça? Il y a un truc qui est apparu du coup en ES6, donc en JavaScript, il y a quelques temps, et qui aussi existe aussi en C# et dans d'autres langages, qui s'appelle async await, qui sont des mots-clés en fait qui vont vous permettre de plus avoir cette notion de callback ou de promise. Comment ça se concrétise en JavaScript? C'est un exemple. Donc, vous déclarez une fonction, vous dites qu'elle est asynchrone, donc c'est en mettant le mot-clé async devant, et quand vous envoyez une requête, vous mettez un await. En gros, vous dites que je veux attendre, mais j'attends de manière asynchrone. C'est pour ça qu'il y a le await, c'est asynchronous wait. Du coup, vous attendez de manière asynchrone, et en gros, on récupère une réponse, et en fait, quand on récupère la réponse, tout ce qui suit derrière, c'est la même chose que ce qu'on aurait dans un callback. Enfin, le code que vous aurez mis là, c'est le code que vous aurez mis dans votre callback. Comment ça marcherait en parallèle? Bah, vous pourrez, là, c'est un autre exemple. Hop, en parallèle, voilà, vous enverrez deux requêtes. J'ai pas mis le mot-clé await devant. Ce qui fait que quand on met pas le mot-clé en fait await, on récupère toujours des promises. Et on va pouvoir await un tableau de promises. Alors je sais pas si ça marche en JavaScript. Je suis pas sûr, je pense. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on ferait. Et du coup, vous allez pouvoir paralléliser deux requêtes juste en disant je veux await sur un ensemble de promises. Il y a toujours des promises en dessous, mais on les utilise plus en fait. En PHP, comment est-ce qu'on fait ça? Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel sur les générateurs. Est-ce que, je sais pas si tout le monde utilise des générateurs ou a déjà utilisé, ou... Bon, je vais quand même faire le rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un générateur en PHP? Donc vous avez certainement vu tout ce qui était yield, peut-être. Donc vous avez une fonction, par exemple c'est une fonction, je fais un yield 1 dans ma fonction, ensuite je vais attendre 10 secondes, je vais faire un yield 2. Quand je vais exécuter ma boucle, en fait si vous exécutez ce code, bah ça va d'abord afficher 1, ça va attendre 10 secondes, et après ça va afficher 2. En gros, le code de la fonction n'est pas totalement exécuté. Enfin, quand vous lancez la fonction, c'est un itérateur en fait qui exécute la fonction au fur et à mesure. Donc en gros, bah une fois que ça a récupéré la première valeur, bah ça va passer à ma seconde ligne qui attend et qui du coup va attendre 10 secondes avant de renvoyer ma seconde valeur. Sauf que on peut aller plus loin avec les générateurs. Ça c'est les générateurs première version de PHP.
Ensuite, il y a eu les générateurs seconde version, qui permettent d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on passe on renvoie la valeur en arrière, et aussi on va pouvoir renvoyer une valeur à notre générateur. Donc, tout simplement, on a une fonction qui s'appelle coucou, on fait un yield de 1, et on va appeler cette fonction, on récupère un générateur, et on a une méthode dans ce générateur qui va dire, ah bah tiens, je veux envoyer telle chaîne de caractères à mon générateur. Et cette chaîne de caractères, en fait, ça va être le retour de notre yield. Donc là, le value, $value égale yield 1, en fait, la chaîne que j'envoie dans mon générateur sera dans $value. Donc, avec ça, en fait, on va pouvoir passer vers des callbacks. En fait, on va pouvoir transformer tout notre système de callback et de promise avec des générateurs. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on envoie une requête asynchrone, toujours. Là, on va, comme avant, j'ai pas mis le code, mais on va ouvrir un flux réseau, on a un flux, et on va yield ce flux. Donc là, à ce moment-là, l'exécution de notre fonction s'arrête au moment où on a yield ce flux. Et va renvoyer du coup un générateur. Ce générateur, donc voilà, on fait un appel d'une event loop de fonction en fonction jusqu'à un appel asynchrone. Et là, on va yield et revenir, en fait, on va revenir à la première fonction qui va avoir un générateur, on va renvoyer le générateur vers la fonction en avant, jusqu'à arriver à notre event loop. Et donc, notre event loop, elle va recevoir ce générateur. Donc, on récupère le flux. En fait, dans le générateur, vous avez d'autres fonctions, donc vous pouvez faire current dans le générateur, qui va vous renvoyer votre flux, qui va renvoyer la donnée courante du générateur. Ce flux-là, on va le mettre dans un stream select, comme avant. On va regarder les flux qui changent. On voit que le flux a changé, du coup on va lire dessus, et la valeur qui a été lue dans notre flux, on va la renvoyer à notre générateur. Donc, l'event loop est résume. Bon, désolé, c'est pas très lisible, mais en gros, voilà, l'event loop renvoie la valeur à notre première fonction, qui la repasse à notre seconde fonction, jusqu'à arriver à notre appel asynchrone. Et quand on arrive à notre appel asynchrone, et ben, la valeur, du coup, lue, elle va être dans readed, et du coup, on va pouvoir exécuter nos codes derrière. Donc en gros, c'est comme si on avait un callback, sauf que, enfin, le code de notre callback, c'est le code qu'il y a après le yield. Du coup, en fait, on a la même chose qu'avec un callback, sauf qu'on n'a pas de callback. C'est 10 fois mieux. Donc, comment ça se concrétise un truc un peu plus poussé? Ben, on a un client qui envoie une requête asynchrone, on récupère la réponse en mettant un yield devant. Donc, en fait, le yield équivaut exactement à un await, comme ce qu'on peut avoir en JavaScript. Et après, on va faire la même chose, parce que quand on récupère le flux de la réponse, c'est aussi un appel asynchrone, et du coup on récupère le contenu de notre réponse, et on va pouvoir le décoder et le renvoyer, et on revient tout en arrière jusqu'à notre event loop, et on exécute d'autres codes, et tout le monde est content. Comment ça se concrétise au niveau PHP? Parce que on va pas tout recréer nous-mêmes. On a une libre excellente qui existe, qui s'appelle AMP, qui reprend tout ce concept-là de générateur. Si jamais vous voulez faire de l'asynchrone maintenant en PHP, c'est cette librairie qu'il faut utiliser. C'est, pour moi, j'ai un exemple d'une libre perso que j'ai passé de React PHP à AMP. J'ai divisé le nombre de lignes de code par 3. En enlevant tous les callbacks, en enlevant tout. C'est beaucoup plus simple à comprendre, et beaucoup plus lisible, et beaucoup plus maintenable. Donc AMP, ça a plein de librairies. Alors j'avais pas de place pour tout mettre, parce qu'il y a beaucoup plus de librairies que React. Alors déjà ça supporte tous les librairies de React PHP. Donc toutes les librairies, il y a un adaptateur, donc pour toutes les librairies asynchrones. Après vous retrouvez les libres classiques, les mêmes que React. Du coup vous avez une event loop forcément. Vous avez même plusieurs implémentations d'event loop, mais React aussi long. Vous avez du coup faire de l'asynchrone sur des sockets, faire de l'asynchrone sur du DNS, sur un serveur HTTP, un client HTTP, WebSocket, et surtout vous avez MySQL, PostgreSQL, qui n'existe pas en React. Vous avez Redis, SSH, tout ce qui est process, tout ce qui est cache. Vous pouvez vraiment faire une application full asynchrone avec AMP, parce qu'il y a presque tout ce dont vous avez besoin en termes d'IO. Alors il y a plein de cas d'utilisation
en faisant de l'asynchrone. Moi, par exemple, la librairie que je vous ai parlé il y a 2 secondes, c'est une librairie qui s'appelle Joli Code Azinit, qui permet de faire des tests fonctionnels en pur, on appelle directement le serveur web du coup en asynchrone. Tout ce qui est aussi import de données, bah, ça peut être très utile à l'asynchrone parce que je vais pouvoir paralléliser des requêtes SQL. Tout ce qui est déploiement pour dire ah bah, je vais déployer en même temps sur tel et tel serveur, puis resynchroniser les données, etc. Tout ce qui est microservices aussi, c'est beaucoup de petites applications, bah, des très petites applications, faites-les peut-être en asynchrone, ce sera peut-être plus performante. Et plein d'autres cas. Sauf qu'il y a un cas que j'ai pas mis, c'est les cas qu'on a tous. Au final, c'est des grosses applications, enfin des applications web, même les microservices au final ça rentre pas forcément, mais faites une application en full asynchrone, par exemple avec un Symfony, bah vous aurez beaucoup de mal. C'est très compliqué et c'est pas prévu pour l'instant. Et on va justement voir pourquoi c'est pas prévu pour. C'est quoi le problème encore qu'on a là. Donc là, je mets un exemple du coup avec AMP. Donc on récupère 2 promises, on fait un yield sur un tableau de valeurs et on a nos 2 réponses. Donc c'est super simple à lire. Il n'y a plus de callback, il y a juste des yields. Donc je pourrais finir ma conf là-dessus en disant qu'on est maintenant 100% asynchrone, 0% callback. Sauf que c'est faux. On a un tout petit peu de callback en plus, mais bon, ça c'est vraiment ridicule. On a toujours des promises, on a toujours des yields. En quoi ça pose un problème d'avoir des yields? Eh ben, ça fait que vous avez des API qui sont pas compatibles entre des appels synchrones et des appels asynchrones. Par exemple, vous prenez Symfony File System, vous prenez Doctrine, vous prenez plein d'autres librairies, ben, toutes leurs interfaces sont prévues que quand vous faites une requête SQL, vous récupérez la valeur. Et rien d'autre. Alors qu'on a vu, quand on est avec AMP, ben, ce qu'on va récupérer, c'est un générateur. Quand on est, ou une promise. Ou quand on est avec React, c'est une promise qu'on va récupérer. Ou quand on est dans un cas même sans ces 2 librairies, ben, on va devoir passer un callback. Sauf qu'il y a rien qui permet de passer un callback quand vous faites requête SQL dans Doctrine. Renvoyer un générateur en plein milieu de votre code Doctrine, ben, je pense que ça marchera jamais. Et la même chose pour une promise, parce que les API sont pas compatibles. Du coup, un autre exemple, avec la PSR7. La PSR7, vous pouvez lire sur un flux. Vous dites, je veux lire 10 caractères dans mon flux. Et ça, c'est extrait vraiment de la PSR7. Donc, ça doit renvoyer une chaîne de caractères. Vous ne pouvez pas renvoyer de promise, vous ne pouvez pas renvoyer de générateur. Ni passer de callback. Donc, cette API, elle est synchrone. Elle n'est pas du tout asynchrone. Et du coup, il y aura jamais, vous pourrez jamais utiliser les libs qui dépendent de PSR7 dans un projet asynchrone. Donc ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Voilà. Donc, on est un peu bloqué. Et donc, il y aura quelques mois encore, j'aurais dû arrêter ma conf là, et beaucoup de gens auraient été tristes. Sauf que il y a une RFC qui est apparue dans PHP il n'y a pas très longtemps, et qui est extrêmement intéressante sur ce sujet. Si jamais il y a des personnes qui ont fait des coroutines LUA, par exemple, c'est exactement le même principe. Donc, vous allez pouvoir faire de la synchrone avec aucun callback, aucune promesse, aucun yield. En gros, ce code-là, donc, vous voyez, j'ai un client HTTP, j'envoie une requête, je reçois directement ma réponse, j'ai pas de yield, j'ai pas de callback, j'ai pas de promise. Ben, ce code-là, il est synchrone avec cette RFC, il sera à la fois synchrone et à la fois asynchrone. Pour revenir un peu sur ce qu'on avait vu avant avec les générateurs, c'est pas très lisible, mais désolé. Du coup, vous avez votre appel asynchrone qui va yield jusqu'à l'event loop, et l'event loop va resume, mais tout ça, ça se fait de fonction en fonction. C'est pour ça que ça renvoie le générateur jusqu'à arriver avec l'event loop, et le générateur après il resume jusqu'à revenir à notre appel asynchrone. La RFC, elle, ce qu'elle propose, c'est qu'en fait, on s'en fout de ce qu'il y a au milieu. En fait, bah, quand je yield, en fait, je rebalance directement mon event loop. Et quand je résume, eh ben, je renvoie directement mon appel asynchrone. On ne passe pas entre nos fonctions. On va juste directement renvoyer un loop. En fait, ça c'est permis parce que c'est ce qu'on appelle
des générateurs ou des coroutines, peu importe. Mais en fait, il y a une notion de stack. En gros, c'est que cette fiber, en fait, elle va se souvenir de la stack d'exécution de votre code PHP, et du coup, quand elle va se résume, on va pouvoir dire, je veux que tu recommences à cet endroit-là précisément. Alors qu'un générateur n'a pas cette notion de stack. Du coup, il sait pas quand est-ce qu'il se résume. Donc, comment ça se concrétise dans la RFC? Donc, vous allez créer un objet fiber, vous allez passer un callback, qui va être, en gros, toute votre application. Ensuite, vous prenez cette fiber, vous faites un start ou resume. Bon, ils sont pas trop d'accord. Ça, on verra si jamais elle est acceptée, parce qu'elle n'est pas encore acceptée. C'est encore en discussion, donc à prendre avec des pincettes aussi tout ce que je dis. Donc, vous allez dire, ok, je vais démarrer du coup ma fiber. Et là, quand vous allez démarrer votre fiber, en fait, ça va lancer votre app, ça va faire exécuter le code qui est dans votre callback. Du coup, ça exécute votre application. Puis à un moment, ça va arriver à votre fonction qui appelle une requête HTTP. À ce moment-là, dans cette fonction-là, on va de nouveau faire un yield, mais on va faire le yield avec cet objet-là, qui est une méthode statique en fait de notre objet. Donc dedans, on va, comme avec les yields dans les générateurs, on va yield du coup notre flux, et en fait, quand ça va revenir, on va récupérer ce qui a été lu dans notre flux. Donc là, on revient en arrière à notre event loop. Donc là, typiquement, on a créé 2 fibers, c'est pour montrer un exemple un peu avec plusieurs fibers. Donc on a démarré 2 fibers. Ces 2 fibers nous ont envoyé 2 flux. On va faire un stream select du coup sur ces 2 flux, et celui qui a été résolu, eh ben on va le prendre, on va lire dedans, et on va resume du coup notre fiber avec ce qui a été lu. Et là du coup, on revient directement à notre fonction, sans passer par les couches intermédiaires, et en fait il n'y a pas de générateur, en fait, on voit vraiment une chaîne de caractères. Et du coup, on renvoie simplement cette valeur, et en fait on est bien compatible avec notre API qu'on avait, qui est j'envoie une requête HTTP, et je reçois une chaîne de caractères. En gros, tout ça, cette interface, tout ça, ça permet de faire des interfaces qui sont à la fois compatibles en synchrone et à la fois compatibles en asynchrone. Et ça, c'est super important parce que, en fait, être asynchrone, c'est juste un détail d'implémentation. Donc, j'ai fait un exemple, par exemple, il y a une semaine avec Doctrine. J'ai créé un driver DBL qui implémente cette extension. Ça, pour l'instant, c'est sous forme d'extension et qui utilise AMP MySQL. Et qui, en fait, c'est juste un driver DBAL qui est asynchrone. Et du coup, je l'ai plugué dans Doctrine, et je pouvais faire en parallèle plusieurs requêtes à mes repositories, sans aucun souci. Donc, là, ça va être normalement l'heure de la démo, sauf que comme ça pixelise beaucoup, je sais pas si on va la faire. Est-ce que vous arrivez à bien voir le code déjà avant, ou c'était compliqué? N'hésitez pas à me dire un peu ce que... Stop. Alors, je vais le mettre, mais si vous me dites que c'est moche, j'arrête. Est-ce que vous y voyez ou c'est... Bon, je vais expliquer vite fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ceux du fond vont pas du tout arriver à suivre. Donc, sans la démo, je l'ai mis, c'est dans un repo GitHub. Il y a des pull requests qui montrent toutes les étapes. Et vous pourrez derrière prendre le repo, compiler, il y a un Dockerfile que vous pouvez juste à builder et ça crée toute la démo. Et ça marche. En fait, là, c'est une application Symfony qui tourne dans du FPM, qui envoie 3 requêtes HTTP vers un serveur qui met 1 seconde à répondre. Donc, en gros, pour montrer, voilà, ça, c'est ce que renvoie, 2 secondes. Ça, c'est ce que renvoie mon serveur. Donc, en gros, ça prend 3 secondes à répondre. J'ai envoyé 3 requêtes. Voilà. Donc, ça prend 3 secondes. Donc, maintenant, on va essayer de passer cette application avec, en fait, la RFC Fiber. On va passer, du coup, notre application Symfony dans un FPM. Donc, j'ai même pas un PHP-PM, j'ai pas un serveur HTTP spécifique, j'ai du FPM. Et on va la passer en asynchrone. Donc, la première étape, alors, je vais aller là-dessus. Là, vous allez par contre rien voir du tout, mais pas besoin de voir. C'est juste...
Voilà. Donc la première étape, en fait, ça va se situer du coup dans notre point d'entrée de l'application, donc dans votre dossier public, index.php. Donc là, c'est le truc classique de Symfony. Donc voilà, on récupère l'env, on crée le kernel de Symfony, et en fait, ça, on l'a mis dans une event loop. Donc on a mis le fait de créer le kernel, de créer notre requête, de gérer notre requête dans notre noyau. On a tout mis là-dedans dans une event loop. Et en fait, j'utilise des librairies qui ont été développées spécifiquement pour cette extension, qui est toujours AMP qui a fait ça, donc vous les retrouverez dans mon repo GitHub. Voilà, donc on met tout notre projet dans une event loop. Ça, c'est la première étape. Donc là, si je reviens du coup sur mon truc, on recharge, et logiquement, j'ai juste mis dans une event loop, j'ai rien fait d'autre, hein. Donc ça prend le même temps, quoi. J'ai mis 3 secondes et j'ai toujours mes 3 requêtes. Par contre, c'est dommage que j'ai toujours la même durée, parce que j'ai l'impression que je vous fais... Ah voilà, je vous ai pas fait que les résultats. Donc ça, c'est la première étape. Donc en soi, c'est pas très compliqué. La seconde étape, ça va être de changer les implémentations. Actuellement, on utilisait un client HTTP, je vais vous le montrer. Donc, on a un client, donc on a une interface qui dit j'envoie une requête, tu me renvoies une réponse. Voilà, ça c'est notre interface pour envoyer une requête, c'est très compliqué. Et ça, c'est notre implémentation du coup synchrone, très compliqué aussi. Donc c'est un file get content sur l'URL, c'est juste ça. Et donc la seconde étape, c'est qu'on va changer d'implémentation et utiliser une implémentation asynchrone. Donc, hop, notre implémentation asynchrone, c'est ça. Donc c'est, j'utilise la librairie HTTP client de AMP, j'envoie une requête, ça utilise des mots-clés, des trucs qu'ils ont créés dans AMP pour englober les fibers. Donc il n'y a pas les fibers ici, mais le await, les mots-clés await et tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que ça fait derrière. Donc voilà, j'ai juste changé l'implémentation. Du coup, mon contrôleur n'a toujours pas changé. C'est toujours un truc qui envoie 3 requêtes. Donc logiquement, ça devrait prendre le même temps. Parce que j'await à chaque fois, donc même si je suis asynchrone, là les réponses ont un peu changé, mais même si je suis asynchrone, au final, j'attends à chaque fois, à chaque réponse. Donc, je vais quand même prendre le même temps. Ça ne change pas mon temps d'exécution. Par contre, maintenant on est asynchrone. On l'est vraiment. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? C'est qu'on va pouvoir paralyser nos 3 requêtes. Donc ça, c'est la troisième étape. Donc on va pouvoir utiliser toute la puissance que nous offre l'asynchrone pour commencer à paralyser des traitements ou paralyser des tâches. Donc, la step 3, hop, non. Et donc là, par contre, notre contrôleur a un peu changé. Donc, c'est pas très très lisible, mais en gros, chaque appel asynchrone chaque appel que je veux rendre asynchrone, en fait, je le mets dans une callback et je passe à une fonction qui s'appelle async qui va le rendre asynchrone, et en fait cet async va me renvoyer une promise derrière. Mais on n'utilise pas trop les promises, du coup on met ces 3 appels là ces 3 promises là dans un tableau, et on appelle await dessus, et en fait ça va exécuter du coup nos 3 réponses en parallèle. Et là du coup à ce moment là normalement ça va plus prendre qu'une seule seconde, parce qu'en gros ce sera le temps le plus long. Voilà, donc je suis passé à 1 seconde d'exécution. Donc ça, c'est en 3 étapes. J'ai pas changé les API, j'ai pas changé l'interface de là où j'envoyais mon client, de la requête où j'envoyais, je change rien. Donc, en gros, faire ce principe-là, ça marcherait pour tout. Ça marche pour Doctrine, ça marche pour File System, ça marche pour tout ce qui est fichier, ça marche pour tout ce qui est Redis, SSH, enfin peu importe. C'est juste, il y a juste un travail de créer des implémentations asynchrones. Et après, au fur et à mesure, on peut dire, ah tiens, je vais utiliser telle implémentation. Donc c'est changer nos services dans Symfony, hein, changer l'implémentation, et faire un require dans Composer souvent. Hein. Il y a un peu plus de travail aussi derrière, mais bon, c'est beaucoup moins de travail que actuellement. Si on veut vraiment être asynchrone, il faut tout changer, quoi.
pouvez pas utiliser Symfony si vous êtes asynchrone, c'est pas possible. Et c'était à peu près tout. Donc, hop, pourquoi lui se met comme ça, super. Voilà, donc maintenant on est ce que je disais, donc on est 100% asynchrone, il n'y a plus de callback, plus de promise, plus de liaise. Et donc en gros la conclusion c'est 100% asynchrone. Et 100% bonheur. Voilà. Et si vous avez des questions, bah, je vous en prie, allez-y. Pas de questions? Oui, du coup, pour la RFC, elle est implémentée, j'imagine, dans la master de PHP, pas encore dans les Non, elle est en dernières extension releases. actuellement. D'accord, ok. C'est une extension, il y a le lien là, et c'est une extension. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 implémentations actuellement différentes. Donc une qui marcherait pas avec Symfony, et celle que j'utilise, celle qui marche avec Symfony. Mais elle est un peu plus gourmande, mais en soi, en fait, les différences de perfs sont pas si grandes que ça, normalement, et elle marche 10 fois vraiment mieux. Donc là, tu utilises l'extension, en fait. C'est ça. Okay. Et après, de toute façon, dans le repo où j'ai ma démo, je l'envoierai ensuite tout à l'heure, il y a le Dockerfile qui montre comment j'installe le PHP et comment j'installe l'extension. Donc si vous voulez vous essayer, prenez le Dockerfile, amusez-vous. Ok, super, merci. D'autres questions? Merci pour la conférence, c'était super intéressant, bien expliqué. On a vu beaucoup tout ce qui est asynchrone sur les entrées, les sorties, les requêtes qu'on envoie et sur lesquelles on doit attendre. Est-ce que tu as des billes ou des idées, des réflexions sur la partie le code applicatif, les algorithmes qu'on implémente et la manière dont on pourrait optimiser nos traitements en parallélisant certaines parties? Après, ça revient... Là, on n'a plus trop le choix quand vous parallélisez les traitements, c'est forcément du multithread ou forcément du multiprocess. En gros, l'asynchrone que je présente, c'est que c'est très concentré sur l'IO, parce qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être multiprocess ou multithread, et du coup, niveau PHP, c'est surtout que quand vous faites de l'asynchrone, on a besoin des fois d'échanger des données entre 2 appels qui ont été asynchrones, et quand c'est du multiprocess ou du multithread, échanger les données entre ça, c'est super galère. Alors que, juste dans ce contexte-là, il n'y a pas de mémoire partagée, il n'y a pas d'IPC ou ce genre de choses, et du coup, c'est très très facile à partager la donnée. Merci Joël. C'est vous. Alors bonjour. Alors moi je suis pas une développeuse PHP. Ouais. Je suis C, C++, Java, tout ce que vous voulez. Par contre en fait par rapport donc aux autres langages, je vais me baser plutôt sur les autres langages, c'est qu'en effet tout le développement parallèle et asynchrone, pour moi ça c'est vraiment 2 choses différentes. C'est-à-dire que pour faire de l'asynchrone, en effet, on a besoin d'utiliser parallèle, mais on n'est pas obligé de passer par le développement parallèle pour faire de l'asynchrone, on a besoin de parallèle, mais parallèle c'est à part en fait, on fait des threads et tout ça. Et l'asynchrone, pour moi, c'est juste ça répond à la problématique de temps réel finalement. C'est pour les applications temps réel. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'en PHP on peut faire du multithread sans forcément faire d'asynchrone? Oui. Il y a une extension thread en PHP, je ne la connais pas assez, mais je sais qu'elle est, par exemple, elle est vraiment déconseillée. Enfin, même l'auteur de l'extension a dit non, l'utilisez pas dans un contexte web. Donc, c'est des extensions un concept qui marche très bien dans un contexte pure ligne de commande, par exemple. Mais du multithreading en PHP, c'est compliqué. Parce que en fait c'est un peu, finalement c'est comme si on faisait de la triche, c'est-à-dire que pour faire du multithread, on passe par le développement événementiel. Ouais, c'est comme JavaScript, pas comme Node.js. Mais ça marche très bien. Hein. Et en fait, souvent, on n'a pas forcément ces besoins d'avoir du multithread ou du multiprocess.
à la base, c'était des choses qui ont été inventées, c'est surtout le mixage multiprocess, c'est surtout, comme j'en disais avec Alexandre, c'est surtout pour paralléliser des traitements. Mais en fait, ce qui est plus lent dans nos applications, souvent, c'est les entrées-sorties. C'est ça ce qui nous ralentit le plus. Et c'est là-dessus, en tout cas, c'est là-dessus qu'on peut avoir un gain de perf énorme en disant, bah, au lieu d'attendre bêtement que ma requête soit exécutée, elle soit finie d'exécuter, bah, je vais commencer à faire d'autres choses en même temps. Donc, c'est vraiment quand même un levier et un facteur de gain dans nos applications qui peut être vraiment mieux. C'est pour ça, notamment, que l'asynchrone répond à ces problématiques d'application de temps réel, en fait. C'est pour ça qu'on fait de l'asynchrone et de la gestion événementielle. C'est parce qu'on a besoin de cette réponse rapide et de pas perdre aucun événement et de faire du temps réel. Je m'y connais pas assez en temps réel pour pouvoir répondre. D'accord. Mais je pense que, enfin, ce que je pense que l'asynchrone permet dans le temps réel, mais je pense qu'aussi le temps réel c'est beaucoup plus loin que ça va beaucoup plus loin que l'asynchrone en termes de besoins et Merci.